À la une de l'actualité internationale, la visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe, Émirats Arabes Unis, Qatar et Arabie Saoudite, condensée sur une durée de 2 jours à peine. Ce parcours est semé d'enjeux commerciaux de taille. Et le président n'a pas perdu de temps, il vient de signer la vente de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. Au Liban, le ministre de l'Information, Georges Cordaï, jette l'éponge et démissionne. Ses propos critiques à l'égard de la guerre au Yémen avaient provoqué l'ire des pays arabes engagés dans le conflit. Et puis nous vous parlerons de la journée mondiale des personnes handicapées. Pour l'occasion, on vous emmène au Brésil où un mannequin atteint de trisomie 21 est devenu l'égérie d'une grande marque de cosmétiques. C'est une première mondiale. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. On commence cette édition avec la visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe, une tournée courte mais les enjeux eux sont colossaux. La France vient de sceller avec les Émirats Arabes Unis la vente de 80 Rafales. Théa Bazdarevich avec nos confrères de France 2. Une signature historique pour le PDG de Dassault Aviation. Le groupe d'armement vient de conclure un contrat record avec les Émirats Arabes Unis. La vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Emmanuel Macron met en avant la lutte contre le terrorisme. Pour moi, l'objectif, c'est ça, la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, évidemment. Et cela, c'est à la fois la vocation de la France dans cette région et c'est aussi l'intérêt de la France, parce que c'est un intérêt en termes de sécurité pour nos compatriotes. Les Rafales et les Caracal seront livrés à partir de 2027. Il s'agit du plus gros contrat d'armement signé par la France. À la clé, 16 milliards d'euros et des milliers d'emplois. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. Mais dans la classe politique, les critiques fusent déjà. Le candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot dénonce une France qui fait honte quand elle arme des régimes autoritaires. Et au cœur des échanges avec Emmanuel Macron, la crise au Liban. Il faut dire que les pays du Golfe ont rompu toute relation avec Beyrouth. En cause, les propos critiques d'un ministre libanais sur la guerre au Yémen, menée entre autres, vous le savez, par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors pour tenter d'apaiser cette crise diplomatique, ce ministre, Georges Cordaï, c'est son nom, a annoncé ce vendredi démissionner de son poste de ministre de l'Information. Écoutez à ce sujet, Zaina Antonio, ça va nous expliquer si cette démission peut éventuellement calmer la crise. On espère que sa démission va calmer lui qui a refusé pendant des semaines, puisque l'incident était arrivé fin octobre, il avait refusé jusque-là de démissionner. Évidemment, on se doute que ce n'est pas uniquement les propos de Georges Cordaï qui ont mais c'est en dessous, c'est la mainmise du Hezbollah sur le Liban et sur le gouvernement libanais qui dérange l'Arabie Saoudite, et c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Je rappelle que cette crise diplomatique, elle a commencé lorsque des propos du ministre, il était en train de critiquer l'engagement de l'Arabie dans la guerre du Yémen, et où il soutenait également les rebelles aussi. Et donc, quand ces propos ont été diffusés à la télévision, évidemment, tollé entre le Liban et l'Arabie Saoudite, qui a pris des mesures très dures à l'égard du Liban. Elle a rappelé son ambassadeur, elle a coupé ses relations diplomatiques avec le Liban, elle a arrêté toutes sortes d'importations du Liban, et l'Arabie a été suivie par d'autres pays, notamment les Émirats, le Bahreïn et le Koweït. Le ministre de l'Information refusait de démissionner parce qu'il est soutenu par le Hezbollah, le parti pro-iranien bête noire de l'Arabie Saoudite. Dans les coulisses, on dit que c'est le président Macron lui-même qui a aidé à ce que cette démission ait lieu, et que c'est une carte sur laquelle il pourrait utiliser dans ses négociations avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, pour justement que cessent ces mesures punitives à l'encontre du Liban, qui, je le rappelle, a une diaspora de centaines de milliers de personnes dans les pays du Golfe, qui envoient des milliards de dollars au Liban tous les ans. Et également, en ce qui concerne le commerce, les pays du Golfe sont les premiers importateurs de produits libanais. Le pape François est lui en déplacement à Chypre. L'île n'est pas épargnée par la crise migratoire que connaît l'Europe. Le souverain pontife a annoncé qu'il ramènerait avec lui en Italie au moins 50 migrants. Jules Boiteau.
Retrouver la fraternité et dépasser les divisions. C'est le message qu'a voulu envoyer le pape au second jour de sa visite à Chypre, où les arrivées de migrants ont augmenté de 38% cette année. Aux portes du foyer de la crise migratoire, le pape a mis en garde les Européens contre les murs de la peur et les intérêts nationalistes, lors d'une grande messe célébrée à Nicosie ce vendredi, devant plus de 7000 fidèles. Il a également souhaité une gestion plus humaine des exilés, ainsi que l'aide des autres membres de l'Union européenne. Chers frères et sœurs, face à nos propres obscurités et aux défis auxquels nous sommes confrontés dans l'Église et dans la société, nous sommes appelés à renouveler notre sens de la fraternité. Si nous ne dialoguons pas, si nous ne marchons pas ensemble, nous ne pourrons pas guérir pleinement de nos aveuglements. Une fraternité que le pape a décidé d'exprimer par l'accueil de 50 migrants au Vatican, qui rentreront avec le cortège apostolique. Après la venue de Benoît XVI en 2010, il s'agit de la seconde visite d'un pape sur l'île, que François décrit comme un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le monde de l'athlétisme est en deuil. L'ancien président de la Fédération internationale, Lamine Diack, est mort, âgé de 88 ans. Il est décédé dans son pays d'origine, le Sénégal. La cause de sa mort n'a pour l'heure pas été précisée par sa famille. En France, au chapitre politique, le Parti des Républicains connaît désormais les finalistes de la primaire en vue de l'élection présidentielle. Le très droitier député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a créé la surprise en arrivant en tête du scrutin. Il affrontera donc au second tour Valérie Pécresse. À Nice, ce matin, dans le fief d'Éric Ciotti, avant même l'ouverture du bureau de vote, cette militante a déjà fait son choix. Je ne veux pas que ma voix lui manque si des fois... C'est qui, lui ? Monsieur Ciotti. 10 heures. Messieurs, dames, le bureau de vote est ouvert. Ici, la qualification d'Éric Ciotti a été accueillie comme une divine surprise, mais rien n'est joué au second tour pour les adhérents. Ça va peut-être être dur. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si on veut le soutenir, il faut vraiment venir voter là. À Paris, on penche plutôt pour Valérie Pécresse au second tour. Il n'empêche, les militants sont encore étonnés du résultat d'hier. Je suis un peu surprise. Mon favori n'est pas passé. Ils sont bien tous les deux de toute façon. Les deux me conviennent très bien. Évidemment, j'ai fait un choix, je suis obligée, mais c'est bon. Merci. Qui va gagner ? Éric Ciotti avec sa ligne très droitière ou Valérie Pécresse qui veut défendre l'ordre et le pouvoir d'achat ? Sur le papier, la présidente de la région Île-de-France part favorite avec le ralliement de Xavier Bertrand et des autres perdants du premier tour. À Besançon, on pense aussi que Valérie Pécresse est bien placée pour l'emporter. Valérie Pécresse va gagner, compte tenu des désistements, etc., des uns des autres. Et je pense que ce sera une bonne candidate. Et déjà, certains plaident pour le rassemblement. Ne votez ni Pécresse, ni Ciotti. Bon, c'est comme ça. Tous derrière celui qui sera élu. Les militants ont jusqu'à demain, 14h, pour voter. Le nom du futur champion des LR pour la présidentielle sera connu dans la foulée. Ma carrière d'acteur pourrait bien être terminée. Les confessions d'Alec Baldwin, plus d'un mois après l'accident mortel sur le tournage d'un western qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie et blessé un réalisateur. Alec Baldwin, vous allez le voir, s'est confié à nos confrères d'ABC. La star américaine Alec Baldwin en larmes. Interviewé par un journaliste de la chaîne ABC, l'acteur a laissé éclater son émotion en évoquant la mort accidentelle le 21 octobre dernier de Halyna Hutchins, chef opératrice du film dans lequel il jouait. Il est notamment revenu sur le moment où tout a basculé. Je tiens l'arme à l'endroit où elle m'a dit de la tenir, c'est-à-dire en visant en dessous de son aisselle, c'est ce qu'on m'avait dit. Je commence à armer le chien, je ne vais pas presser la détente, je relâche le chien et le coup part. Donc vous n'avez jamais pressé la détente? Non, 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 je ne pointerai jamais un pistolet sur quelqu'un en pressant la détente, jamais. C'est l'entraînement que j'ai reçu. La directrice de la photographie de 42 ans décède peu de temps après à l'hôpital. Le réalisateur du film est également blessé par le coup de feu. Une enquête est toujours en cours. Alec Baldwin, qui tenait le pistolet au moment de l'accident, estime qu'il ne peut pas être tenu responsable. Quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé, et je ne peux pas dire qui, mais je sais que ce n'est pas moi. Je veux dire, je jure devant Dieu, si je me sentais responsable, je me serais sûrement tué si c'était le cas.
Face au policier, Ana Gutiérrez-Reed, qui était responsable des armes à feu sur le tournage du western, a reconnu avoir fait preuve de négligence. Mais Alec Baldwin, qui est également producteur du film, est visé par des plaintes au civil déposées par des membres de l'équipe. Ce vendredi marque la journée internationale des personnes handicapées. On vous emmène pour l'occasion au Brésil pour découvrir Maju Orajo, cette ambassadrice de 19 ans atteinte de trisomie 21. C'est une première dans le monde très fermé des cosmétiques. La jeune femme veut montrer que sa déficience n'est pas un frein. Regardez. Des yeux de biche, un teint de porcelaine et des cheveux blonds vénitiens. À 19 ans, Maju est devenue l'un des mannequins les plus célèbres du Brésil. Ses vidéos de tuto beauté sont suivies par près de 500 000 fans sur ses réseaux sociaux. Elle a défilé sur les podiums de São Paulo ou Milan et depuis peu représente l'une des plus grandes marques de cosmétiques au monde. Il y a 3 ans, atteinte d'une méningite aiguë, Maju est tombée dans le coma. En se réveillant, elle a annoncé à sa mère, Adriana, qu'elle voulait être mannequin. C'est devenu le combat de sa vie. Tanto a pessoa com deficiência, cada dentro da sua militância, ensinando e desconstruindo toda uma sociedade que há anos viveram escondidos, né? Seja a pessoa com deficiência, o preto, enfim, o trans. Une passion devenue profession qui a, selon sa mère, énormément aidé Maju à assumer son syndrome de Down. Elle en est même devenue l'ambassadrice. En ce 3 décembre, elle va défiler pour la cause. Maju est aujourd'hui la principale source de revenus de sa famille d'origine modeste. Pour l'aider à réaliser son rêve, ils ont dû se battre contre la précarité et les préjugés. A gente sabe que a Maju escolheu uma profissão, que é uma profissão que tem padrões, né? E a gente sabe que a gente tem tentado desconstruir tudo isso que foi imposto pela sociedade. E é tão legal porque a gente sabe que isso é um propósito de vida, não só um trabalho da Maju para que ela possa ser remunerada, mas sim um propósito de que outras pessoas que têm o mesmo sonho, que elas possam correr atrás desses sonhos, porque é possível ser realizados sim. Un mannequin, un modèle surtout, pour plus de 300 000 personnes atteintes du syndrome de Down au Brésil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. En attendant notre prochaine édition, vous pouvez continuer à vous informer sur notre site internet www.france24.com avec à la une, vous le voyez, cette visite du pape à Chypre. Chypre, une île dépassée par la crise migratoire. Voilà pour l'information internationale. Reste avec nous sur France 24.